Aujourd'hui, dans les énigmes partagées, on reçoit Jean Daviau, artiste, plasticien, que j'ai rencontré la première fois à Paris. Je crois qu'on peut entrer directement dans le travail commun entre neurosciences, psychanalyse et art, et notre parcours avec Pierre Magistretti, où chaque fois on essaye de se faire enseigner depuis un autre champ, en particulier celui de l'artiste, qui, comme le disait Lacan, peut précéder le psychanalyste. Alors là, Jean, tu m'as tout à fait précédé, parce qu'avant qu'on se connaisse, on se connaissait pas, je te vois entrer dans le hall d'un hôtel, et tu me dis immédiatement, trace, c'est écart en anagramme. Tu te souviens? Oui, en plus c'est un anagramme, c'est un anacycle, c'est-à-dire qu'on le lit dans un sens et dans l'autre. Et je dirais que c'est une forme de mot, d'une plasticité incroyable, parce que c'est aussi la carte. Et donc d'une certaine manière, c'est quand on distribue les cartes, d'une certaine manière, ça renvoie à ce travail que je fais depuis des années, c'est-à-dire que je change la place des lettres dans les mots, en faisant apparaître des mots, d'autres mots dans les mots. Voilà. Et donc le mot écart pour moi est un mot très important, et c'est pour ça que j'ai nommé en fait cette série l'écart des mots, parce qu'en fait ça reste aussi la trace des mots. Oui, puis pour nous, la trace, elle est à la fois inscription et séparation. Elle est à la fois inscription et écart. Et que l'idée de mettre, faire apparaître écart dans trace, c'est très central autour même de l'idée d'inconscient finalement. Parce que l'inconscient est aussi un écart, une discontinuité dans le discours conscient, un trou dans le discours conscient. Je dirais que effectivement, cette discontinuité, cet écart, il est produit par, dans ce qu'on discute régulièrement, la réassociation des traces. Dans votre cas, vous réassociez, vous redistribuez les lettres. Donc, ça montre la plasticité à différents niveaux, mais chaque fois chargé de quelque chose qui en plus, c'est-à-dire la représentation, la force de la représentation. Oui, le point d'intersection entre Pierre Magistretti avec les neurosciences et moi-même et la psychanalyse, c'est la trace et la plasticité. C'est de ça qu'on est parti. Et aujourd'hui, on tombe directement dans la question de la trace et de la plasticité du langage, finalement. Oui, parce que c'est un terme que tu utilises. Ah ben, totalement. C'est-à-dire que c'est un terme en fait qu'on a utilisé dans une première exposition à Berlin que Janice Ganberger avait organisée sur justement cette plasticité des mots et par rapport à mon travail. Et d'une certaine manière, par extension, cette plasticité, elle est aussi sonore, parce que je travaille aussi sur la trace sonore des mots, ce que j'appelle les mots sons, c'est-à-dire ce qui transmet l'émotion du son des mots. Et pour ça, je révèle cet envers en parlant à l'envers. Et cet envers, je le remets à l'envers. Et en fait, ce qui est extrêmement étrange et ce qui m'a surpris, c'est que l'envers de l'envers, c'est pas l'endroit. Il y a un espace entre l'envers et l'endroit qui fait qu'il y a une déformation, il y a une plasticité du mot, du son du mot, qui transforme les choses. Et donc j'ai expérimenté ça en m'enregistrant à l'envers, c'est-à-dire qu'à l'envers, il n'y a plus de signifié, donc c'est comme un chant d'oiseau, c'est-à-dire que je chante les sons des mots, et ce son des mots, je le remets à l'envers, et là, le signifié réapparaît, mais totalement déformé, et il y a une forme de perte de soi qui est très étrange, et c'est d'autant plus étrange que dans l'envers de la voix, j'ai tous les phonèmes de langues que je ne parle pas. Chinois, arabe, allemand, il y a une tour de Babel sonore dans l'ombre de nos voix qui est absolument splendide. Et donc je suis allé à la découverte, si on peut dire, de cette jungle du son des mots, et j'ai déambulé dans cette sonorité, dans ces sonorités. Et alors là, c'est vraiment vertigineux. C'est vertigineux. D'ailleurs, quand je travaille avec des acteurs ou avec des personnes que je fais parler à l'envers, c'est toujours cette notion de vertige. Elles sont prises de vertige à la fin de la séance. Voilà, donc c'est de l'ordre aussi des formes de résonance, parce que du coup le mot résonne tout à fait différemment, et le signifié en tant que structure est pulvérisé, et alors là le signifiant pouf, explose. Voilà. C'est intéressant que l'envers de l'envers n'est pas l'endroit. C'était surprenant, mais
Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait, bon là c'est peut-être un peu technique, mais de la prononciation, c'est-à-dire quand on prononce un mot à l'endroit, alors quand on le rejoue à l'envers, après l'avoir dit à l'envers, on a quand même une sorte de rythme et d'inflexion qui est différente? Oui, et on a surtout le déconnexion entre le mot et le son. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on dit le son, et en fait, sans le contenu du mot, du signifié. Ce qui fait que finalement, d'une certaine manière, il y a une liberté de la sonorité. On n'est plus dans l'habitude de l'accentuation. Du coup, ça m'a induit à réfléchir sur ce qu'est un accent. Voilà. Moi, je suis du sud de la France, j'ai un accent un peu particulier par rapport au nord. Qu'est-ce que c'est qui me différencie? Qu'est-ce que c'est cet accent? Qu'est-ce qu'on accentue dans la prononciation? Et voilà. Et moi, je pense que voilà, ce qu'on tue, je pense, c'est cette appartenance à la tribu. Et parce qu'il y a même des cours pour certains politiques de rhétorique où on supprime l'accent. C'est-à-dire que l'État n'accentue rien, n'a pas d'accent. Ça, c'est assez fascinant de se dire qu'un préfet n'a pas d'accent. Par contre, un politique qui joue sur l'affect va cultiver cette accentuation, va cultiver l'émotion transmise par le son des mots, par les mots-sons. Et ça, c'est flagrant quand on voit... Mais ça me rappelle une expérience que j'avais, en fait, à laquelle j'avais assisté, d'une émission de télé. C'était en fait une pièce de musique, de piano, jouée, je crois que c'était Rubinstein, et sinon joué par un synthétiseur avec les intervalles des notes absolument parfaits, c'est-à-dire comme ça doit être, une croche, demi-croche, exact. Alors que Rubinstein, la demi-croche de Rubinstein, c'était la demi-croche plus quelque chose ou moins quelque chose. Et c'est la différence entre un robot et Rubinstein. Donc, c'est exactement ce qui est entre l'endroit et l'envers qui fait que l'envers de l'envers n'est pas l'endroit. Et voilà. Exactement. C'est exactement donc, entre les lettres, il y a quelque chose. Oui, parce que dans cette construction, il y a aussi la présence de la lettre. Oui. C'est pas seulement le mot ou le son, mais c'est aussi la matérialité de la lettre. Alors moi, j'interprète ça comme le fait de voir la voix. Et je travaille sur l'homophonie, et je fais souvent je fais cette expérience de demander à des personnes de m'écrire des mots que je leur dis, c'est-à-dire de transformer un son en écriture avec des homophonies. Par exemple, dis-moi. Voilà. Et alors c'est étonnant parce que au fur et à mesure que je fais ces expériences, je m'aperçois qu'il y a à peu près la même réception, c'est-à-dire que 10 mois de l'année font à peu près 20% de mots écrits, et dis-moi quelque chose fait à peu près 80%. C'est à peu près souvent la même réception. Donc je me dis, ou rien à voir par exemple. Je dis, vous m'écrivez rien à voir. Et en fait, c'est intéressant de voir de quelle manière le son se transforme en forme. C'est tout mon travail. C'est-à-dire que voir la voix, il y a un vrai savoir dans le voir. Mais il y a un autre phénomène peut-être, que ça m'évoque ce que vous venez de dire, c'est en fait, on dit que notre cerveau est, pour ce qui est sensoriel, bon, surtout la vue, mais probablement l'audition aussi, qu'il capte exactement ce qui est dans le monde extérieur. Or, le cerveau interprète au moment de la perception. Ce n'est pas, disons, pour prendre l'image visuelle, un appareil photo qui serait impressionné par les photons qui arrivent avec une fidélité à 100%. Il y a d'abord une certaine perte de l'information, mais surtout, quelque chose qui va même au-delà du traitement de l'information, c'est l'interprétation. Donc, interprétation et perception sont étroitement liées. Donc, absolument. Quand vous dites « dis-moi » ou « dis-moi », il y a l'autre exemple fréquent l'on présente. Quand on présente un cube en 3 dimensions, on peut le voir avec la face à gauche ou la face à droite. Pourquoi? Parce que, bien sûr, l'image est la même, mais immédiatement, notre cerveau l'interprète. Oui. C'est pour ça que, par extension, et par rapport à la dyslexie, qui est un mot que je n'aime pas du tout, c'est qu'en fait, l'enfant, je pense que l'enfant, il entend les deux. Ouais. Et pourquoi il va figer dans une seule écriture les sons qu'il entend? Ouais. Et je pense qu'à la limite, moi, quand on est inventé face à la dyslexie, je dis l'hyperlexie. C'est-à-dire que l'enfant, il est capable d'entendre énormément de sons, énormément de mots par rapport à un seul son, et il ne peut pas le fixer dans un son.
dans un mot. Ou dans une représentation. Ou dans une représentation. Donc il est dans cet entre-deux voilà. Et je pense que je me suis aperçu du coup que, en questionnant mes amis peintres, souvent les peintres sont dyslexiques. Donc il y a sûrement une compensation de la forme par rapport au signifié de la lettre, et que le peintre, il va transformer par rapport à la couleur, il va, comme par rapport à moi, ce que je fais avec les lettres, il le fait avec la couleur, et en mélangeant les lettres, du coup, il y a des sonorités, il y a des luminosités qui apparaissent, comme moi avec le son de mes mots, avec mes mots sons, du coup, il y a une sorte d'ouverture au regard et une autre compréhension que le pur son ou le pur visuel. C'est-à-dire qu'il y a une interférence. C'est le regard dans la parole. Oui. Le regard... c'est le regard ou la vision? C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde voir ou est-ce qu'on voit regarder? C'est ce balancement entre voir et regarder qui est intéressant, parce qu'il y a l'interprétation, justement. C'est ça. Voilà. Mais c'est de la physiologie. En fait, notre cerveau regarde en voyant. C'est-à-dire, il y a une interprétation. Ce n'est pas purement sensoriel. Oui. Et je pense que ce qui est important dans l'œuvre, c'est justement qu'elle est dans cette interprétation. C'est-à-dire que pour moi, une œuvre, elle est importante quand elle ouvre l'interprétation. C'est-à-dire quand elle est polysémique. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où il y a un dialogue, si on peut dire, et c'est ce que sûrement voulait dire Duchamp quand il disait c'est le regardeur qui fait l'œuvre, c'est pas le regardeur qui fait l'œuvre, c'est le regardeur qui permet à l'œuvre ce dialogue qui est à trois finalement, qui est entre l'artiste, entre l'œuvre et la personne qui la regarde. C'est pas un dialogue, c'est vraiment c'est trois qui tournent comme ça. Il y a le son, il y a le mot, et ce qui m'intrigue, c'est la question de la bascule autour de la lettre. Oui. Parce que dans ton œuvre, il y a des lettres qui basculent. Oui. Comme le mot word ou world. Oui. Ou bien autiste, artiste. Avec une seule lettre, le sens se transforme. Et je me demandais qu'est-ce que c'était cette matérialité de la lettre qui fait basculer tant le mot que le son que le sens. Alors j'ai un exemple qui est l'œuvre que j'ai fait avec le mot, dans lequel il y a un trou d'air. Donc j'ai enlevé M-O-R-T, qui est la mort. J'ai fait un trou d'air, j'ai retiré le R, et ce qui me permet de parler du souffle, parce qu'un trou d'air, c'est lié au souffle, et que d'une certaine manière, quand on met du souffle et qu'on fait un trou d'air dans le mot apparaît. Et pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'envers du mot et l'envers de la langue, dans les trous entre les mots, dans l'interdit, dans ce qui fait trou, à l'envers le trou est immense. C'est-à-dire le silence entre les mots devient énorme. On peut tomber dans le trou entre les mots. Voilà. Donc je pense que en fait, ce qui fait pont, c'est le signifiant. Mais dès qu'il n'y a plus de pont, il y a une segmentation du son des mots qui fait que vraiment il y a des silences impressionnants qu'on n'entend plus. Quand on parle, on ne se rend pas compte qu'on a des trous systématiques entre chaque mot. Et d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué par rapport au cerveau, c'est que moi j'essaie de parler sans s'arrêter, sans faire de trous dans les mots, ce qui est extrêmement difficile parce qu'on n'arrive pas à... Et en fait, ça a permis cette respiration, ces trous entre les mots. Ça permet justement aux mots de respirer et d'une certaine manière de se faire entendre, de résonner. Et alors l'autiste, justement? Alors l'autiste, l'intuition que j'ai de ça, c'est de se dire, est-ce que finalement il serait toujours dans les trous? Est-ce que finalement il serait... d'où le pont. Et ça renvoie à un texte, très beau texte de oui. Kafka sur le pont. Oui, c'est-à-dire que quand on est sur un pont, on peut avoir le vertige du trou, et le pont fait lien entre deux blocs. Et en fait, qu'est-ce qui fait lien dans cet interdit? Qu'est-ce que c'est qui fait lien voilà, donc ça c'est une vraie question que je vous pose. Mais en fait, pour moi, il y a quand même un point très important qui est, pour revenir d'ailleurs à quelque chose neurobiologique, mais psychanalytique aussi, tu l'as souvent mentionné, et ça préoccupait Freud, la notion de perception-conscience. Parce que finalement, l'idée, qu'est-ce qui se passe en faisant un trou d'air, d'ailleurs,
trou d'air de R, donc c'est oui, joli, un trou d'air, en enlevant R à mort, en fait, c'est la représentation très puissante qu'il y a que ces signes, que ces lettres, pardon, évoquent. Donc, et c'est instantané, je veux dire. Entre la perception de M-O-R-T ou la perception de M-O-T et ce qu'on en fait avec chacun, ce que ça évoque, il n'y a pratiquement pas d'intervalle. C'est vraiment immédiatement, la perception devient, enfin disons conscience. En tout cas, ça évoque quelque chose de conscient. Après, ça peut encore évoquer, évidemment, par les associations de traces, évoquer encore de manière non consciente des traces inconscientes. Mais même si tu pars au premier degré, c'est vraiment cette instantanéité entre perception et conscience. Et ça, là, cet exemple mort, M-O-R, ou mot, ça matérialise, ça explicite de manière tout à fait saisissante cette pratique simultanéité entre perception et conscience. Oui, c'est très... parce qu'en fait, il y a une immédiateté, c'est juste. Il y a quelque chose qui se... Enfin, il y a un rapport au temps. Enfin, il y a une évidence. Oui, parce que par rapport à ce que c'est que le temps, c'est aussi en temps. Donc, il y a ce lien à l'entendement et qui est lié au temps et de la perception. Dans une œuvre, on perçoit, parfois dans un tableau, on perçoit quelque chose qu'on ne voit pas. C'est souvent d'ailleurs le propre des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est montré qu'on ne voit pas, et d'une certaine manière qui est à la fois caché, mais à la fois une évidence. Donc c'est cet ordre de l'instantanéité de la perception et de ce qu'on voit sans voir. Ça, c'est l'histoire du vertige. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose. Si on s'imagine maintenant un instant d'être dans une de tes œuvres, dans la fabrication de cette œuvre, ou bien de la fabrication de l'effet de cette œuvre, on est comme sur le pont de Kafka, si je comprends bien. Parce qu'à un certain côté, on est relié, parce que c'est ça qui nous permet de voir le R qui est tombé, le trou d'air. Puis en même temps, on n'est pas relié, parce que l'effet produit, c'est par la dimension soustraite. C'est, par exemple, une œuvre, mémoire. Bon, la mémoire. Qu'est-ce qui différencie l'inconscient de la mémoire? La mémoire est-elle dynamique? La mémoire se transforme-t-elle? Qu'est-ce que c'est que l'évocation, la reconsolidation? Toutes ces discussions qu'on a sur la dynamique de la mémoire. Et une de tes œuvres est mémoire, c'est moi dans mer. Dès qu'on entend moi dans mer, il y a une vibration, enfin, il y a quelque chose de soi qui se met en mouvement, mais qui ne voit plus du tout le monde de la même manière. Oui, surtout quand on met en relation le trou de mémoire. C'est-à-dire le trou de mer, moi, enfin, il y a un lien très fort entre ce trou dont on parle, dont on parlait, qui est quand même ce trou, le trou d'air et cette trouée. Je pense que l'œuvre, moi, m'intéresse quand elle fait un trou, quand il y a une trouée dans cet ordre de paroles. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans le... c'est ça qui m'intéresse. Dans le côté, comment dire, transparence, qu'on passe dans un autre niveau de perception et de lecture, de l'interprétation. Voilà, on s'aperçoit que le sens, que les mots, c'est très fragile. Très. Que finalement, d'arriver à se dire qu'on sait qu'est-ce que parler veut dire, c'est quelque chose de... Enfin, on peut le perdre. Finalement, les gens qui vivent des situations traumatiques, ils se disent jetés hors du langage. Oui. Et ils doivent rejouer, Oui. rentrer dans le Oui. monde du langage qui les préexiste. Ils sont jetés hors du langage, c'est-à-dire que le langage ne fonctionne plus. Et ces œuvres-là, de Jean Daviaud, dans une certaine mesure, nous font cette épreuve d'être par moments en dehors du langage. Mais tu dis les mots sont fragiles, mais en même temps, je les trouve extrêmement puissants quand même. La capacité d'évocation de ces lettres ou de l'absence d'une lettre, c'est très fort. Enfin,
Je ne sais pas. Oui, parce que c'est fragile, parce que oui, voilà, le R tombe dans votre... c'est très joli d'ailleurs, sur un horizon, je crois. Le R tombe et tout d'un coup on voit cet espace. Et, mais oui, ce basculement entre ces deux signifiants, on va dire comme ça. Monde, world et voilà, exactement. Et là, il y a une lettre et ça s'impose, c'est vrai. D'un côté, c'est fragile, et de l'autre côté, ça s'impose très fortement. Oui, mais c'est aussi quand même une force du mot. Quand je le dis à l'envers et qu'il n'y a plus cette force du signifié, et là, il y a une vraie libération, je dirais, du signifiant. Et ça m'intéresse énormément. C'est-à-dire que dans ce que j'essaie de montrer, c'est que même à l'endroit de la vision, il peut y avoir aussi cette ouverture, ce trou, cette trouée, cette espèce de je pense que tout chef-d'œuvre est construit autour de ce vide, de ce trou. Et donc c'est autour de ça qu'on aménage, je dirais, le dispositif visuel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. C'est-à-dire que je perçois quelque chose qui me perturbe, à la limite même comme une perturbation d'onde, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation quelque part, et cette perturbation, j'essaie de la faire voir. Et cette perturbation, c'est souvent de l'ordre du trou, du manque, voilà. Parce que ce qui est en jeu, c'est que on voit le trou, c'est ça. C'est-à-dire, si on prend un autre exemple, il y a une œuvre, c'est Venise en vie. Alors, c'est l'anagramme. Voilà, c'est un anagramme, et puis ça crée une tension entre Venise et en vie qui interprète même une certaine position de désir. Hein, c'est une ville qui s'y prête. C'est une ville qui s'y prête. Et en même temps, ça déconstruit complètement... les deux mots, si on veut, c'est-à-dire mettre ensemble Venise et envie, plus rien ne tient. Oui, parce qu'en fait, je dirais, c'est l'inverse de la propagande ou de la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que toute interprétation est possible et elle est nécessaire. C'est ça que j'essaie de dire. C'est-à-dire que il y a une fragilité, certes, mais toute interprétation permet d'accéder à une dimension autre. Et une dimension qui donne un espace qui est un espace extrêmement ouvert. D'ailleurs, le mot trouve est l'anagramme de ouvert. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, en redistribuant les lettres, on a d'une certaine manière des interprétations très claires. Mais là, allons-y un peu, avec toujours le risque de tomber dans les analogies, mais peut-être pas trop quand même. Cette idée d'assemblée de neurones, c'est-à-dire c'est un certain patron de traces, synapses facilitées, mais disons de traces qui codent pour une expérience. Et puis l'idée, c'est que certains éléments de cette trace peuvent s'associer avec d'autres et produire du nouveau. Et c'est un petit peu ce qui se passe devant nous dans l'œuvre de Jean Davio, c'est-à-dire qu'on a des assemblées de lettres, au lieu que ce soit des assemblées de neurones, et qui ensuite peuvent se réarranger et coder, pour utiliser la terminologie neurobiologique, pour, alors, c'est pas une expérience, mais une représentation nouvelle, c'est-à-dire envie, Venise, mots, mort, enfin, il y a tellement d'exemples dans ce que vous faites. Donc, c'est vraiment de la plasticité devant nos yeux. Oui, c'est un exemple tout à fait, on pourrait dire, illustratif, enfin, de la plasticité. Ouais, parce que alors, décrire comment se font les réassociations de traces pour produire de nouvelles représentations, il faut montrer une œuvre de Jean Davio. Oui, c'est-à-dire je vais l'utiliser pour mes cours de neurosciences. C'est-à-dire que, alors, si on revient à la complication, c'est que cet effet de vertige, où à la fois ça consiste et ça déconsiste, il est temporel. C'est pas un vertige spatial. Enfin, il est aussi spatial peut-être. Il est les parce deux. Que les deux. C'est le trou dans les mots, hein, mais c'est aussi une temporalité particulière. C'est-à-dire qu'il y a comme une oscillation synchronique, quoi. Il y a un battement quand temporel. On va à l'envers, d'une certaine manière, temporellement, on met aussi le temps à l'envers. Parce que c'est le principe. Donc il y a une sorte de réversibilité du temps, ce qui est quand même assez vertigineux. Quand on met quoi Quand on met un mot à l'envers, on renverse le temps. Ouais.
Dans ce que j'ai montré dans l'envers, en plus dans le mot envers à l'envers, qui fait srevn, qui est un très beau mot, ça fait apparaître le mot rêve. Donc l'envers de l'envers, et même le mot envers à l'envers, dit encore quelque chose d'autre. J'aurais juste une question, parce que ce vertige, c'est vrai que c'est formidable, parce qu'il y a effectivement un instant où tout d'un coup on réalise qu'en changeant très peu, on change complètement de représentation. Et c'est vrai que ça donne le vertige. Tout à fait. C'est exactement. On voit qu'il faut être stabilisé entre les mots, les sons, les sens, les signifiants, les signifiés, les lettres, dans une espèce de truc pas du tout dyslexique, hein, peu inventif, qui nous tient. Voilà. On touche à un son, à Voilà. une lettre, Voilà. et le temps disparaît, ou on est plongé dans une autre... hein. Je reviens au traumatisme, c'est presque un rapport au traumatisme. Le traumatisme d'entrer dans la langue, si on veut. Parce que les sujets qui vivent un traumatisme, ils disent deux choses. Ils disent qu'ils sont jetés hors du temps et jetés hors du langage. Ça, c'est l'expérience du sujet traumatisé. Il ne sait plus utiliser les mots. Il doit rejouer l'entrée dans les mots. Et c'est presque pénible de rejouer l'entrée dans les mots. En même temps, il est aussi dans une sorte de temps non-temps, jeté hors du temps. Donc il y a un rapport, rapport non-rapport, enfin comme le pont de Kafka, Oui. il y a un rapport non-rapport entre le temps et les mots. Ah oui. D'ailleurs, le mot intime, et moi je travaille beaucoup sur l'intertextualité des langues, c'est in time. Et donc par rapport à ça c'est extraordinaire. Par rapport à Genève, qui est la ville quand même de l'horlogerie, c'est quand même magnifique que l'intime soit lié au temps, in time. Alors, c'est intéressant parce que j'allais vous poser exactement une question, enfin en tout cas de cet ordre-là. Au travers des langues, on peut créer ce vertige. Je veux dire, quand on se promène aux États-Unis dans un shopping mall, on voit sale, c'est sale. Je veux dire, sale, c'est sale partout, c'est des ventes. Ou vous voyez une jeune fille qui vient vous présenter quelque chose, et elle est en formation, c'est une trainee, c'est une traînée. Donc c'est quelque chose qui me frappe souvent, c'est que tu as un moment de vertige. Tout d'un coup, tu es dans un pays anglophone, tu es dans le mode anglophone, trainee, en formation. Mais si tu décroches un instant et tu le regardes en français, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Oui, ça devient une interprétation. Hein, c'est de la perception, mais qui instantanément, selon le contexte de la langue, te crée ce vertige. Je dois dire, ça c'est un autre point qui me frappe dans votre œuvre. Parce qu'en fait, l'idée de la forme, j'ai une œuvre aussi qui est informe. Mais c'est étonnant. Vraiment, entre les langues, entre la façon dont les langues se construisent, par rapport entre le genre, enfin le sexe que j'appelle le sexe des mots. Le sexe des mots n'est pas le même dans les langues. Je veux dire, en allemand, c'est le lune et c'est la soleil. Et c'est quand même, je veux dire, si on se discute et que je dis non, mais c'est le lune, je dis non, la lune c'est forcément féminin, et qu'on dit ben, le soleil c'est masculin, ben, pas du tout, le soleil c'est féminin, c'est la soleil. Il y a un problème de compréhension, d'où je dirais que l'Europe est nécessaire pour, je dirais, permettre aux gens de pouvoir s'entendre. Et d'une certaine manière, de pouvoir savoir de quelle manière les choses comme ça émergent. Parce que le sexe des mots, c'est pas rien. Oui, ça émerge. Ben oui. Dire que c'est une émergence. Enfin, ça, et encore le mot mère, évidemment. Ah bah oui. On va plus pouvoir parler. Hein. Non. Mais moi, je dirais, quand tu as évoqué fragilité des mots, on voit que ces mots, c'est de la dynamite. De la dynamite. C'est de la dynamite. En fait, je pense que voilà, c'est très dangereux d'entrer dans le monde du langage. Quoi. Il ferait mieux de se taire. Hein. Pas comme dans l'Oedipe à colonne, le cœur dit mieux vaut ne pas être né ou mourir tout de suite. On pourrait dire mieux vaut ne pas être entré dans le monde du langage. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus repéré. Enfin, on est perdu par ce qui nous repère. Hein, je comprends bien que Pierre fasse référence au système perception-conscience. Parce que le système perception-conscience, c'est un système perception-interprétation. Dans une immédiateté, on saisit les choses d'une manière. Et ensuite, comme un phénomène, au fond, d'illusion, hein,
c'est le côté trompeur de la perception. Oui. C'est une Qui illusion. dans l'œuvre de Jean Davio est trompeur dans la perception des sons, des mots, des lettres. Oui. Hein, c'est que ce qui nous donne accès à quelque chose est aussi ce qui nous coupe de cet accès. C'est ce que je développe quand je parle d'écran. C'est-à-dire, je dis, moi, je passe mes films ou mes vidéos sur un écran, donc je donne à voir sur un écran, mais parfois, je mets des écrans dans mes œuvres pour empêcher de lire une lettre, par exemple. L'écran fait écran, c'est-à-dire que, du coup, ça révèle et ça cache. Mais finalement, le même objet peut à la fois révéler et à la fois cacher. Donc c'est ce principe-là que j'utilise souvent dans mon travail, c'est qu'on peut montrer que quelque chose est caché de certaine manière et qu'on voit quelque chose qu'on ne regarde pas et on regarde quelque chose qu'on ne voit pas. Bon, c'est très intéressant pour la psychanalyse, parce qu'en ce moment, on vit en psychanalyse une période de la limite du sens, de la clinique du réel, de ce qui ne peut pas être représenté, qui échappe à l'imaginaire, qui échappe au symbolique. Là, on fait un entretien où on se replonge dans la dimension très riche du langage. Enfin, on pense à Freud avec l'oubli du nom de Signorelli, qu'il reconstitue par toute une enquête, qui passe par des syllabes, des sons, pour... oui. J'ai fait un hommage à Freud à Orvieto et j'ai écrit Signor Eli. Ah ben voilà. Oui. Effectivement, donc que la façon dont le langage est traité dans le rêve, par exemple, enfin, avec tout le jeu de condensation, de déplacement, de fragments et tout ça. Et qu'en même temps, ce qui est extraordinaire dans cette discussion, et dans la façon dont Jean Davio parle de son travail, c'est qu'en même temps, cette mobilité nous met face à un vertige, quoi, un trou. Hein, la langue est trouée. Parce que, qu'est-ce qui est traumatique dans le fait d'entrer dans le langage? Est-ce que c'est entrer dans une altérité totale? C'est le côté réel du langage. Enfin, il y a une matérialité en dehors de soi. C'est un parasite qui nous colonise. Donc il y a un côté, on se fait coloniser, on se fait approprier. Et de l'autre, mais d'une autre dimension, on est dans l'expérience cette fragilité finalement au sein même du phénomène langagier. Oui, et ça je pense de tout temps. C'est pour ça que j'ai essayé par rapport au son, de voir de quelle résonance étaient capables des grottes de la préhistoire sur lesquelles il y a l'origine de ça, de l'origine de ce traumatisme, on peut dire. Et ça m'intéressait de discuter avec des préhistoriens qui m'expliquaient que finalement on pourrait penser qu'au moment où l'homme enterre ses morts, c'est-à-dire qu'il y a une notion de finitude, et qu'à ce moment-là, les inscriptions sur les parois ont apparu. Et on peut même penser que j'ai fait des essais de son de voix dans les grottes pour voir de quelle manière ça résonnait et que je me suis aperçu finalement que peut-être que certaines peintures qui sont dans des endroits un peu étranges, qui ne sont pas sur des grandes plaques de calcaire comme on pourrait les attendre, sont peut-être dans des endroits de résonance. Je me dis peut-être que ça résonnait et que les choses, d'une certaine manière, ils s'entendaient différemment. C'est l'expérience que j'ai fait à travers mes jarres, que tu as pu... c'est-à-dire qu'on rentre dans une jarre et il y a une résonance particulière à l'intérieur de la jarre. Comme d'une certaine manière dans des abbayes où le son résonne de manière différente et de cette vibration du son, de ces mots sons, justement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement, d'une certaine manière, peut-être de ce traumatisme. Enfin, voilà. Ah, voilà, il y a un apaisement, il y a une évidence du traumatisme, un vertige, un trou, et en même temps un apaisement. Oui. Donc c'est ça peut-être parce qu'au fond, devant une œuvre de Jean Davio, il y a une dimension, enfin, de Witz presque. Enfin, il y a une dimension, mais c'est bien sûr. Enfin, il y a un trouble. Il y a un plaisir, il y a vraiment un grand plaisir presque, pour moi, je dirais, presque enfantin. Enfin, c'est comme on découvre, on trouve. Oui. On n'est pas en train de comprendre, on trouve, quoi. Par rapport au trou, le trou bleu et le trou blanc. Une sorte la couleur intervient dans C'est important les couleurs aussi, donc dans la vibration. Parce que je fais souvent le rapprochement entre des syllabes. Entre la couleur, d'ailleurs, bon, c'est récurrent dans la poésie, mais de la couleur, l'onde colorée est assez proche finalement de l'onde sonore.
Donc, d'une certaine manière, un chef-d'œuvre dans ce qu'on reçoit de l'onde colorée est peut-être aussi lié à ce qu'on reçoit dans un langage ou d'une personne que l'on aime, ce son du mot qui revient dans un apaisement. C'est à la fois, l'œuvre, c'est à la fois effectivement un déplacement, donc un trouble, et à la fois, ça peut être ce déplacement qui nous remet dans une position, une interprétation différente et qui nous demande un certain apaisement. C'est qu'à la fois, ça a les deux fonctions. Mais ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que finalement, et là tu es mieux placé que moi pour discuter de ça, mais l'inconscient, l'exploration de l'inconscient par une analyse joue beaucoup sur la force des mots et ces vertiges créés par les mots où, disons, reprenons cet exemple de mot et mort, mais c'est quelque chose qui pourrait, par exemple, émerger dans un rêve et ouvrir une clé pour ensuite aller plus loin dans le travail analytique. Donc, finalement, là, on a aussi non seulement d'un côté une explicitation, enfin une présentation de ce que sont les réassociations de traces, mais là, c'est des réassociations de mots, donc quelque chose de très en lien avec la neurobiologie, mais il me semble aussi, là, quelque chose qui nous met en lien avec le processus analytique par ces mots. C'est-à-dire la matérialité des mots. Enfin, Lacan parlait de la matérialité. Lui-même. Ça, j'aime beaucoup cette matérialité, ce matérialisme. Ça, c'est très, très. Je trouve c'est. Oui, parce que c'est une matière première très forte avec laquelle, on parle, mais on est parlé aussi bien. Et puis on est parlé par du sens, mais on est parlé par des sons, on est parlé par des mots, par des lettres, par des syllabes. Enfin. Et ça me renvoie, moi, justement, au potier par rapport à la matérialité, enfin à la chose qu'on pétrit de ses mains. Et on en parlait par rapport à un séminaire d'Heidegger sur la chose, d'Asding, où il explique en fait que le potier, ce qui est quand même magnifique dans le potier, c'est qu'il y a le pot, mais il y a surtout le vide. Oui. Et qu'en fait, le potier, il fabrique du vide. C'est-à-dire qu'il permet la possibilité de ce manque, de ce trou, qui à la fois va contenir du vin, qui va... Enfin, tout ça, c'est un peu une métaphore de ce que je disais par rapport à ce trou qui est extrêmement... qui va ouvrir énormément à la fois la langue, à la fois l'œuvre, à la fois... C'est ce vide qui permet, cette absence, d'une certaine manière, qui permet, comme le trou d'air, qui permet justement l'interprétation. C'est-à-dire c'est ce manque qui va créer de quelque chose qui va advenir. Ça va advenir. C'est ça qui est très beau. Ça veut dire que le plasticien, et dans ce cas-là, c'est le plasticien du langage, qui est le plasticien des mots, les mots comme la terre glaise, et qui au fond est un plasticien du trou, quoi. C'est ça qui est au cœur de cette œuvre. Tout à fait. Sauf que le trou, on ne le saisit que par l'effet qu'il produit, quoi. Parce que c'est ça le vertige. Oui. Il y a tout un savoir ancien qui dit qu'en fait, Dieu a permis l'existence du monde par son retrait. J'aime bien cette idée. C'est-à-dire du retrait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait trou, et ce qui permet justement à l'autre de venir. Moi, quand je m'arrête de parler, c'est toi qui parles. Donc, d'une certaine manière, le fait de faire silence permet à l'autre de parler. Donc, dans l'œuvre, c'est pareil. C'est la voix du silence dont parlait Malraux, c'est ça. C'est qu'une œuvre, elle permet à l'autre finalement de parler, enfin d'être, voilà, je veux dire, je vais pas dire l'être parce que ça serait, mais voilà, c'est l'être et l'étant. C'est à un moment donné, c'est que voilà, ça advient. Voilà, j'aime bien quand l'œuvre, elle fait advenir les choses, et quand une conversation, ça fait advenir d'autres choses. Voilà. Donc le vertige, si on revient sur le pont de Kafka, qui est très central, hein, les mots, les lettres, la lettre. Elle fait une jonction entre la lettre d'avant et la lettre d'après. Enfin, elle est comme une note. Et à la fois, elle fait jonction et elle sépare. Donc la lettre met en jeu aussi bien le trou sous la lettre, comme le R de mot, mort, devient mot, n'est-ce pas? C'est un trou d'air. Enfin, vraiment, le mot trou est inattendu, enfin, dans cette construction, parce que
Et c'est ce trou qui fait vertige. Et c'est aussi ça qui donne... dans le vertige, il y a l'idée d'un plaisir, quoi. On est aspiré. Qu'est-ce que c'est, ce vertige? C'est justement, je pense, cette impression d'advenir ailleurs. C'est-à-dire cette impression de sorte comment dire, de désir, d'une ouverture, de ce que certains mystiques appellent ça le grand large. Tu sais, il y a le grand large. Ils sont face à une espèce d'immensité. Ce que la grande littérature ou la poésie amène à ce grand large, cette ouverture comme ça du champ. J'aime bien le jeu de mots, l'ouverture du champ. Mais en tout cas, c'est important. C'est une sorte d'expérience de synchronie. Une expérience synchronique. Oui, il y a quelque chose d'inscrit. Oui. Il y a des mots, il y a des lettres, c'est séquentiel, ça produit du sens, ça a rapport à des dictionnaires, c'est dans des réseaux sémantiques. Et puis, au cœur des mots, entre les lettres, entre les sons, à l'intérieur même des mots, il y a, comme dans un film de David Lynch, comme ça, Mulholland Drive, et on ouvre la petite boîte, et on est aspiré par un mouvement de vertige dans un autre monde, d'un coup. Prenons le mot subversion. Il suffit d'enlever une lettre, c'est subvention. Donc le seul décalage d'une lettre, du coup, une subversion subventionnée, enfin bon, ça pose des problèmes. Oui. Donc c'est pour ça que c'est une œuvre où j'enlève la lettre et en fait chacun interprète. Chacun interprète et on passe dans un autre monde. Chacun lit mais la lettre, c'est la vraie interprétation. C'est comme ces langues consonantiques où on invente ses voyelles. C'est magnifique. On invente son souffle. On met son souffle dans l'endroit où on a envie de le mettre. Je fais pareil, mais la même chose avec des mots qui sont élection, érection. Il y a une lettre. Oui. Donc je fais un trou dans le mot et puis on lit ce qu'on veut. Donc, bon, mais ça a une valeur d'interprétation. C'est là où ça fait presque vite, enfin au sens freudien, enfin une communication avec l'inconscient, parce que c'est très rigoureux, élection, érection. Enfin, c'est une interprétation. Finalement, c'est l'effet produit qui interprète, plutôt que de dire c'est moi-même qui interprète ce qui s'est passé dans l'œuvre telle qu'elle est mise en jeu. C'est l'œuvre qui nous interprète. Je pense que c'est ce qui m'intéresse. C'est cette ouverture dont je parle, c'est-à-dire il y a à la fois quand on est dans le trou. On a cette ouverture, c'est ouvert. Voilà. Ce trou est ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette possibilité d'un autre regard, d'un regard d'une... Excuse-moi, mais c'est ouvert vers le haut? Ou peut-être vers le bas. Oui. En tout cas, il y a une ouverture. On peut avoir des vertiges ascendants. Oui. Pas seulement des vertiges... Je pense. J'espère. Il y a le vertige horizontal. Oui. De la pampa, il y a le vertige alpin, oui. plutôt, et puis là, il y a le vertige oui. du surgissement. Oui, tout à fait. Oui, mais enfin, c'est aussi un décalage. Je veux dire, en enlevant un mot, on a un regard complètement différent par rapport aux mêmes lettres, mais cette fois-ci dans une séquence différente ou avec un trou, quoi. Donc, on révèle quelque chose en prenant un point de vue différent. C'est-à-dire qu'on fait un écart. Oui. Aux traces, voilà. écart. C'est-à-dire la trace, comme on le dit Oui. souvent, la trace, le signifiant, l'instant, c'est des éléments synchroniques qui impliquent un bouleversement diachronique. C'est-à-dire par le simple fait qu'ils font lien, ils font écart. Oui. Voilà. Trace et écart. C'est le moment de terminer cet entretien sur ce point qu'on avait évoqué dès le début. On termine là où on a commencé. C'est quoi ça, de terminer là où on a commencé? Donc, justement, c'est forme du cycle. C'est pour ça que je pourrais aussi terminer sur le printemps, le prime time. C'est ce qui permet le nouveau regard. Moi, je pense que ce déplacement d'une œuvre d'art dans un musée, c'est ce qui nous permet d'avoir un premier regard, comme un premier regard, et ça nous remet dans un nouveau cycle et une ouverture de printemps. Voilà, printemps, le prime time. Parfait. Merci beaucoup.